Donc pour introduire, aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Quentin, ancien Head of Data de Bien Ici. On a une petite slide où tu auras l'occasion de te présenter plus en détail. Le sujet du jour, ça va être le pilotage d'une équipe data. Donc pour ceux qui nous suivent chez Modeo, on a souvent l'habitude de parler du point de vue du data engineer, avec une vision très technique des projets data, même plus globalement data platform. Aujourd'hui, on va prendre un peu plus de hauteur du point de vue du Head of Data et on va parler de stratégie, de roadmap et de relations avec les métiers, qui sont des sujets sur lesquels, en tant que data engineer, on est souvent sollicité, mais plutôt d'un point de vue technique. Très rapidement, pour me présenter, donc moi je suis le CEO de Modeo, je m'appelle Mathieu Rousseau. Modeo, ce qu'on fait, j'ai prévu une petite slide aussi pour en parler brièvement, mais on construit des data platforms. Donc c'est une boîte que j'ai cofondée il y a plus de 5 ans, mais ça va faire 6 ans même, avec Ismaël Goulani, mon associé. Et donc on est intervenu sur plein de projets de data platform, mais j'y reviendrai. Quentin, si tu veux. Et pour ma part, du coup, Quentin Decarnet, merci Mathieu pour l'introduction. Nouveau freelance sur les problématiques de data stratégie, donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et auparavant, j'ai deux activités. Une première grosse parenthèse de conseil chez Accenture, chez Sutter Mills et chez Capgemini au tout début, pour accompagner beaucoup de grands comptes sur des projets data ou des projets tech de manière générale, plutôt sur la partie stratégie, gouvernance, appel d'offres, cadrage de projet. Donc j'ai travaillé notamment on a mis 3 expériences, mais chez Renault, chez Moët Hennessy ou chez JC Deco. Et puis après, j'ai eu aussi une expérience en startup, en opérationnel, avec le management de l'équipe data de Bien Ici. Donc je m'occupais de la data, de la BI et de la partie Web Analytics. Avec une petite équipe au départ qui a bien grandi, qui a bien grossi aussi en termes de projets et de place dans l'entreprise. Et donc, on va essayer de regarder tout ça avec Mathieu aujourd'hui. Top. Dernière slide introductive sur Modeo pour vous présenter un petit peu ce qu'on fait. Donc Modeo, ce que je disais précédemment, on construit des data platforms. On est une grosse équipe avec principalement des data engineers et on intervient sur plein de projets. On a des très grosses boîtes qu'on accompagne sur des problématiques data ops, data platform. On arrive sur une data platform qui n'est pas existante et donc on construit tout, ou on la modernise, on fait plein de choses. Et puis on accompagne les équipes métiers dans toute la réalisation de leurs produits data, avec du coup ce prisme de data engineer. Donc voilà. Alors l'objectif du jour, donc on va parler de stratégie, de roadmap et de relations avec les métiers. On va partir sur 30 minutes de questions. Donc là, l'objectif, c'est de poser un max de questions à Quentin. J'en ai listé quelques-unes, mais n'hésitez pas en commentaire à en poser d'autres. Il y en a déjà beaucoup. Il y en a déjà beaucoup. Aïe, aïe, aïe. Bon, tant mieux. Donc 30 minutes après les questions. Et puis voilà, vous pouvez nous interrompre dans le chat. N'hésitez pas. Et ces 5 parties-là, au début, on va commencer très large. Pourquoi faire de la data? Une question qui est quand même importante. Comment construire une stratégie, une roadmap data? Comment organiser une équipe data? Comment piloter, mesurer l'impact de sa stratégie data? Et enfin, d'un point de vue plutôt métier, comment faciliter l'acculturation et l'autonomie des équipes métiers? Voilà, on est parti pour 30 minutes et on enchaîne avec les questions. C'est parti. Alors, super. Alors, juste en disclaimer, c'est mon expérience personnelle, mais c'est pas forcément la réponse théorique et qui va marcher dans toutes les entreprises et pour toutes les maturités. Faut prendre après au fur et à mesure, etc. Ouais, ça reste le top. Non, alors, donc toi, pour être passé comme dans pas mal de boîtes, finalement, ce que tu en retiens, c'est pourquoi est-ce qu'on fait de la data? C'est quoi l'objectif final? Pour moi, l'objectif final, c'est d'aider le métier et d'aider le cœur business, comme on dit partout. La data est souvent vue comme une équipe technique, et ça se voit après sur les termes de rapprochement qu'elle peut avoir. La plupart des rapprochements, c'est rattaché au CTO. Mais le but de la data, c'est vraiment, c'est pas de faire des choses compliquées, c'est de rendre des choses compliquées simples et actionnables pour le métier, pour soit aller chercher du revenu supplémentaire, soit aller chercher de la productivité pour les équipes, soit aller chercher de la réduction des coûts et de l'automatisation. Pour moi, c'est ça. Et donc, du coup, ça se voit aussi dans les rattachements. En fonction des boîtes data-driven, tu peux avoir des équipes data qui sont attachées côté tech, côté digital,
côté marketing, côté finance. Il y a un peu tout. Et ça dépend vraiment beaucoup de l'entreprise et de son OK. business model. Et par rapport à ça, toi, tu as une recommandation sur le fait de rattacher l'équipe, data à une certaine équipe ou ça dépend vraiment, de plein d'autres paramètres? Moi, j'ai vu beaucoup de choses et ça dépend vraiment de la maturité de l'entreprise et ça peut évoluer aussi au fur et à mesure. Typiquement, chez Bien Ici, on a connu une équipe data rattachée au marketing, puis rattachée aux produits, puis rattachée à la tech. Là, en ce moment, je suis chez un client dans le retail où la data est rattachée au e-commerce parce que c'est important et l'équipe de transformation digitale. Ça peut être rattaché à la finance, je disais, sur des boîtes plus B2B et plus revenus. Il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse, je pense, mais ça dépend de l'appétence aussi du leader qui est au-dessus OK. et de l'interaction entre la data et le COMEX. Ouais, c'est marrant, on le voit énormément dans nos interventions, surtout récemment, des boîtes qui sortent, donc des équipes data qui étaient initialement dans l'IT et Mm. puis qui vont sortir pour aller se spécialiser auprès d'équipes marketing ou autres. Et ça tombe bien parce que j'ai préparé une petite question par rapport à ça sur comment structurer ton équipe. Et donc, deuxième question, toi, le rôle de Head of Data donc, que tu as pu exercer chez Bien Ici, tu le positionnes comment par rapport à tout ça? Moi, je le positionne comme un traducteur et un chef d'orchestre. L'équipe data, en général, quand j'arrive dans une entreprise, en interne ou en externe, en conseil, les premiers trucs qu'on me dit, c'est: «Oh, là, tu fais de la data, c'est compliqué». Le premier truc. Et je pense qu'en tant que data engineer, tu dois l'entendre aussi assez régulièrement. Ouais, oui, Surtout carrément. quand on parle, quand on regarde des écrans, quand on passe derrière, dans l'open space, on voit des écrans noirs avec des lignes de code, on voit des mecs qui sont en général avec des casques sur les oreilles et ça a l'air un peu compliqué. Et du coup, le premier job du head of data, c'est de démystifier un peu ça et de traduire des demandes métiers en actions data et donc du coup qui vont améliorer la vie des équipes. Après, je le vois aussi en tant que mentor technique parce que c'est important pour les équipes d'arriver data analyst, de monter petit à petit les échelons, d'arriver data engineer, de monter petit à petit, et pareil pour la partie science. Mmh. Et donc, c'est un équilibre entre aller faire un peu la tournée des business pour aller comprendre leurs problématiques, traduire ces besoins-là en action data et faire monter du coup les équipes data après au fur et à mesure. OK. OK. Top, très clair. Et donc tu parlais d'équipes data rattachées au marketing et à la finance. Toi, sur les projets sur lesquels tu étais intervenu, ceux, qui t'ont marqué, qui ont eu le plus de valeur ajoutée d'un point de vue métier, toi, tu en as en tête, Ouais, bien des sûr. partager? Typiquement, je vais prendre l'exemple de Bien Ici. Donc nous, on était rattachés côté marketing parce que historiquement, la data avait un des premiers use cases, c'était la partie web analyse. Concrètement, on est un site internet, on est une plateforme, donc on a besoin de savoir combien de personnes sont venues sur le site, quelles sont les pages qui ont le plus fonctionné, qu'est-ce qu'on doit améliorer sur le site, dans les recommandations produits, et beaucoup d'initiatives à destination de l'externe et de la presse, du commerce, enfin de la communication plutôt. Et donc du coup, c'était une équipe rattachée à côté de la communication, à côté de l'équipe acquisition média, et donc rattaché au marketing. Et donc nous, chez Bien Ici, on avait 2 projets là que je veux mentionner. Un premier qui était à destination du coup du market et des équipes CRM, c'était la création d'une Customer Data Platform, une CDP, Mmh. pour accélérer la création des campagnes CRM et du coup permettre aux équipes CRM d'être beaucoup plus agiles dans la création de leurs segments, dans l'optimisation de leur budget média et donc in fine de gagner des sous, d'optimiser des OK. sous. Et puis un deuxième projet qui était côté commerce, donc pas trop marketing. Côté commerce, on avait réfléchi à une automatisation. Avant que j'arrive, ça existait déjà, mais après on l'a beaucoup automatisé pour optimiser du revenu et créer du revenu supplémentaire. Et donc on avait tout un flow orchestré par du SQL, puis après par des automatisations pour générer des nouvelles conversations et du coup générer des leads supplémentaires pour nos clients finaux. OK. Ah, hyper intéressant. Et donc dans le premier exemple, tes équipes, elles interagissaient comment avec la donnée? C'est des dashboards que tu leur mettais à disposition pour configurer leur campagne d'acquisition, c'est ça? C'est mieux que des dashboards, c'était vraiment un SaaS OK. qu'on a implémenté, du coup qui était plugué après à notre data warehouse qui était sur GCP.
Ok. Et donc, du coup, ce SaaS-là était à destination des équipes métiers pour qu'elles soient autonomes dans leur utilisation, pour segmenter leur campagne, avoir accès aux modèles de données, comprendre des statistiques de type combien de clients on a qui ont réalisé telle et telle action. Donc, faire cette segmentation en autonomie. Là où, historiquement, il y avait d'autres outils CRM Automation, Ok. mais qui étaient moins agiles, là où, du coup, la data devait quand même beaucoup faire des extracts. Et donc, au bout d'un moment, faire des extracts tout le temps et toujours les mêmes, c'est chronophage et puis c'est painful pour les équipes qui attendent et qui osent plus demander. Ouais, Et tu donc là, on m'étonnes. leur a donné l'autonomie. Ouais. Trop bien. Trop bien. Et tout à l'heure, tu parlais de data-driven. Comment est-ce que tu différencies une boîte qui est data-driven d'une autre qui ne l'est pas du tout? Moi, je le mets sur. Il y a beaucoup d'éléments dans cette réponse. Je le mets sur la flexibilité et l'agilité de la réponse. D'accord. On pose une question à une équipe data. En combien de temps est-ce qu'on va avoir une réponse ou un début de réponse, que ce soit un cadrage projet, une réponse très précise ou une méthode pour le faire plus tard. Et donc, du coup, ça passe par beaucoup de choses. C'est est-ce que la donnée est déjà de qualité? Est-ce qu'on a des Mhm. bonnes fondations données? Donc ça, c'est votre travail côté Modéo et Data Engineering pour avoir une stack qui marche bien, qui est fiable dans les flux d'ingestion, dans la qualité de données au quotidien, et pas qu'on soit obligé de refaire ça à chaque fois. Mhm. Et l'agilité après des équipes pour traduire un besoin business en une vraie question et qu'on peut résoudre avec de la donnée. Donc, du coup, l'entreprise data-driven, c'est une entreprise qui va pouvoir le faire assez rapidement. On parle en jours ou en semaines. Alors Ouais. qu'une entreprise qui n'est pas data-driven, bah, tu vas être bloqué par de la complexité technique, tu vas être bloqué par de la complexité organisationnelle, par de la complexité de qualité. Enfin, à chaque fois, tu vas avoir les mêmes problèmes. Et à chaque fois, tu vas résoudre des urgences et des incendies au lieu d'essayer de sortir la tête de l'eau, tu vois, et de regarder plus loin. Bah, hyper intéressant. Hyper clair. Trop bien. Euh, Tu nous parlais aussi de Metric Tree quand on a préparé ce webinar. Ouais. Tu te... Je sais pas de pas problème. pourquoi c'est non, tu Merci. Merci. Tu nous parlais de Metric Tree. Euh, Comment tu l'utilises dans ton équipe globalement, ce concept-là? Ouais, Hmm. c'est un super outil qui a été beaucoup communiqué par une boîte anglaise qui s'appelle Count, que je vous recommande sur son blog. Il y a beaucoup de ressources qui sont très très cool, donc c'est count.co, avec lesquels on n'a pas travaillé, mais en tout cas leur blog est souvent cité par les Head of Data. Et le Ouais. Metric Tree, c'est un atelier que tu peux faire avec ton COMEX, ou en tout cas plutôt C-level au début en arrivant dans une nouvelle équipe, pour en gros identifier déjà ta North Star métrique, donc ton étoile filante que tu dois aller choper, Ouais. et la casser après en plusieurs métriques d'un point de vue mathématique. Donc typiquement, ton revenu, il va dépendre de 2 ou 3 chiffres qui vont eux-mêmes dépendre de 2 ou 3 actions, qui vont eux-mêmes dépendre de tel projet. Et donc, il y a toute une méthodologie et tout un brainstorming pour arriver à faire ça et faire en sorte que ton business soit mieux, bah, du coup, piloté par les chiffres et donc, du coup, arriver à une société data-driven. Ok. Trop bien. Et donc, c'est assez compliqué à faire, mais le travail en vaut vraiment la chandelle après. Ouais. Bah, on s'est rendu compte qu'on avait carrément besoin pour Modéo, donc ça tombe bien. On va essayer. Bah, si tu veux, on peut y réfléchir après. Deuxième sujet, donc sur la construction d'une stratégie d'une roadmap data. Donc, quand tu arrives dans une boîte, toi, c'est quoi les premières étapes que tu vas identifier en tant que head of data? Ouais. On en parlait avec le Modern Data Network, c'est une communauté dont je fais partie, et qui avait organisé une conférence en novembre. Et donc, c'était une des questions qu'il y avait eu avec plusieurs intervenants qui en avaient parlé. Et ce qu'il en ressort, du coup, par rapport à mon expérience aussi, c'est identique. Le mieux, c'est de construire un petit survey et d'aller voir en fait un peu tous les métiers. Pas forcément tous d'un coup, tu peux un peu les splitter en plusieurs vagues d'entretien, mais d'aller voir ceux qui utilisent beaucoup de données. Donc en l'occurrence, chez BNC, c'était la team acquisition, la team finance et la team produit, euh, pour comprendre quels sont leurs pain points, quelles sont les initiatives qui existent déjà côté data, qu'est-ce qu'ils ont comme dashboard à leur disposition aujourd'hui, c'est quoi leur souhait et leur wishlist idéal au fur et à mesure. Et donc,
Et donc construire un peu cette survey pour après s'identifier des gros wins que tu peux faire côté data. Et après poser les sujets en termes de priorisation business. Le mieux aussi, et ce qui est important, c'est d'arriver à produire de la valeur rapidement. Et donc, pas forcément commencer par le plus gros et le plus dur, commencer par la phase nord, mais d'identifier des choses que tu peux faire en 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, pour prouver que tu as de la valeur côté data, et ensuite créer un peu de la confiance. Et c'est en créant la confiance que tu vas avoir de plus en plus de demandes, que tu vas générer de plus en plus d'interactions. Et c'est là où ça va après délier les projets et faire en sorte que ça soit intéressant. Donc c'est à partir de ça que tu construis ta roadmap? Ouais. Pour moi, c'est entretien, comprendre un peu déjà qui est l'équipe, quelles sont ses forces et ses zones d'amélioration, et comment est perçue cette équipe-là vis-à-vis des métiers, notamment ceux qui utilisent beaucoup de data, mais après tous les métiers en font possible. Ok. Et moi, un autre truc que j'avais fait après en arrivant chez Bien Ici et que je n'avais pas fait forcément en conseil parce que j'avais un rôle un peu différent, mais c'est d'aller expliciter cette roadmap assez vite côté Comex pour réajuster. Ok. Et du coup, ta roadmap, c'est un ensemble de projets, c'est ça que tu vas dérouler dans le temps? C'est plutôt à la maille priorité. Et ensuite, chaque priorité peut avoir plusieurs projets. Mais D'accord. ouais. Une priorité, par exemple, je sais pas, sur l'équipe marketing, ça pourrait ressembler à quoi? Suivi des investissements médias, qui est Ok. toujours un énorme truc. Et donc, du coup, dans le suivi des investissements médias, si tu casses après un projet, tu vas avoir se connecter à toutes les sources de données, cleaner et harmoniser ta donnée pour en faire quelque chose, toute une partie dashboarding, une partie recommandation, etc., etc., etc. Ok. Et à partir de ça, tu as des recommandations pour convaincre du coup ton COMEX d'investir sur ce type de projet? Le mieux là-dessus, quand je réfléchissais à tes questions, c'est de vraiment communiquer, souvent communiquer, mais communiquer à plusieurs niveaux. Et Ouais. donc, sur le même projet, mais à plusieurs niveaux, si tu communiques à ton board, donc au-dessus du COMEX, vraiment tes investisseurs, tu vas rester à un niveau assez high level. Communiquer à ton COMEX, à ton C-level, donc moi c'était le marketing, mais ça peut être, on disait, le produit, la tech, etc. Et à tes équipes opérationnelles. Et communiquer après, donc à différents niveaux, ça permet de se rendre compte des problèmes, se rendre compte des sujets en cours. Ok. Et faire en sorte qu'au fur et à mesure, les gens sachent que tu travailles Ouais. et connaissent un peu, tu vois, tes pain points, tes priorisations. Il y a toujours un truc de l'équipe data priorise les sujets comme elle le peut et comme elle le veut. Ouais. Si tu arrives à expliciter pourquoi tu fais ça et comment tu fais ça, tu es beaucoup plus adopté après dans les métiers. Ok. Et j'imagine qu'on on attend de toi que tu mesures le gain, le ROI de tes projets, ou c'est pas toujours jouable? C'est toujours hyper compliqué. Ouais. C'est un peu un comble parce que l'équipe data, c'est l'équipe qui mesure. Ouais. Et l'équipe data arrive moins à mesurer ses projets que les autres. Si je te demande de mesurer l'impact de la construction d'une stack, tu vas parler, tu vois, tu peux parler en business, mais en termes de coût que la stack précédente te coûtait versus Ouais. celle d'aujourd'hui. Mais tu vas surtout parler en problème évité et en flexibilité et en rapidité de réponse. Et donc, ça, c'est plein de choses qui sont très compliquées après à estimer. Tu peux Ouais. faire des règles sur des TJM internes, enfin des taux journaliers moyens d'interne d'un data analyst, etc. Mais c'est assez compliqué à faire. Ouais. Ouais, L'idée, c'est plus de parler en use case et qu'en ROI. Enfin, je sais pas comment toi tu le vois, mais. ouais, nous, on a quelques projets où on arrive à le faire parce que c'est des projets d'automatisation, donc tu mesures le temps gagné, rapporté à la masse salariale. Après, sur tout ce qui est sujet de construction de tableau de bord, reporting ou autre, c'est toujours hyper dur d'arriver à dire le fait d'utiliser ce rapport va avoir tel impact. Donc on mesure l'usage, mais ça Ouais, va non, c'est difficilement très plus dur. loin. Sur la partie dashboarding, c'est très dur. Ouais, ouais, c'est un peu comme mesurer le ROI de ton business plan, quoi. Tu sais que tu en as besoin, mais tu sais pas combien il va te faire gagner. Ouais, c'est ça. Euh, C'est plus de dire en termes de satisfaction, tu vois. ouais, c'est clair. Pour aller un peu plus loin, je voulais parler d'un petit outil qu'on utilise régulièrement qui s'appelle le Data Product Canva. Je ne sais pas si ça te parle, c'est du coup une façon de poser un projet data. On a mis le lien pour ceux qui veulent aller un peu plus loin.
Mais ça va nous obliger, du coup, en amont du lancement d'un projet, d'aller regarder quel est le problème que je veux résoudre, quelles sont les données que j'ai à disposition, quelles sont les hypothèses que je mets en place. Et puis, donc nous, c'est un peu réapproprié ce modèle-là pour le pousser un peu plus loin, avec des questions de gouvernance. Quelle thèse je vais mettre en place, combien va coûter mon projet, etc., mais plutôt d'un point de vue financier. Et donc, cette méthodologie-là, pour nous, c'est vraiment un prérequis avant d'attaquer le moindre projet, parce que ça permet vraiment de mettre tout le monde sur la même ligne, et c'est hyper intéressant. Non, j'ai déjà utilisé et c'est assez puissant. Et surtout, ça te permet de faire de la documentation aussi. Ouais. Ça te permet de te poser et de réfléchir en termes de stratégie à tous les sujets que tu veux donner, toutes les sources que tu vas avoir et tous les futurs risques que tu vas devoir attaquer au fur et à mesure. Ouais, clairement. C'est une bonne base pour prioriser aussi. Alors, si j'enchaîne sur les questions, maintenant d'un point de vue organisation et équipe data, donc tu arrives, tu as construit ta roadmap. Maintenant, tu construis ton équipe. Donc, qu'est-ce que tu vas chercher? C'est déjà une bonne équipe data, comment ça fonctionne pour toi, et à partir de là, qu'est-ce que tu vas aller chercher comme équipe? Oui. C'est assez difficile de répondre de manière one shot parce que ça dépend beaucoup de la maturité de la team et de l'existant. Et je sais qu'il faut faire un peu plus vite, donc c'est trop dur. Mais si je reviens par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de réaliser des projets rapidement et dès que tu arrives, dès que tu as ta roadmap et de commencer à faire des choses, tu n'es pas obligé de le faire avec une équipe de 18 personnes. Et donc, du coup, là-dessus, un bon head of data avec un bon DA, donc data analyst, ça peut déjà faire beaucoup de bien à une entreprise. Ouais. La partie data engineer et data scientist, je la vois plutôt dans un temps 2, parce qu'en général, c'est des gens, s'ils arrivent trop tôt, ils vont être difficilement staffés, et donc du coup, ils vont un peu s'ennuyer. Il vaut mieux arriver quand il y a déjà des choses et déjà une mini stack, même si elle n'est pas du tout scalable. Déjà une mini plateforme qui existe pour ensuite l'améliorer. C'est important, je pense, au début d'un peu crash tester l'équipe data avec une partie data analyst qui parle technique en SQL, mais qui parle aussi métier, pour faire en sorte que l'équipe data soit déjà connue. Et ensuite, une fois que la stack ne peut plus marcher telle qu'elle parce qu'il faut vraiment des data engineers, commencer à réfléchir à comment est-ce qu'on industrialise ça. Trop bien. Trop bien. Et vous arrivez plutôt dans un temps 2 là-dessus. Ok, ouais, je comprends effectivement. C'est difficile, j'ai plutôt le même constat, c'est qu'attaquer directement avec une grosse équipe data sans avoir vraiment fait des petits POC sur les projets, ça crée un fonctionnement qui est assez lourd et coûteux. Et cette première phase d'exploration en amont avec un ou deux data analysts permet de créer vachement de valeur et ensuite de voir si tu industrialises ou pas, là avec des data engineers, un data ops ou autre. Mais tu le vois après sur les profils freelance, qui sont du coup mes nouveaux collègues, avec des freelance head of data qui travaillent solo au départ, qui sont un peu full stack, qui sont à la fois DA, DE, DS et head of data. Et donc, au début, ça marche d'être solo. Il faut un peu des compétences quand même, il faut un minimum de compétences, je vois la question de Mathis, il faut un minimum de compétences engineer et analyste et scientist dans un temps 2. Mais le plus important au début, c'est de livrer des projets et de faire en sorte de créer de la valeur pour les métiers. Trop bien. Et donc, on parlait d'organisation tout à l'heure. Donc, en l'occurrence, c'était pour l'équipe data rattachée à l'équipe IT ou autre. Sur des très grosses structures, on voit différentes configurations. On a des équipes data centrales qui vont aller travailler pour tous les métiers. On a des équipes décentralisées avec une équipe centrale plus plein d'autres équipes data qui vont travailler ensemble, un peu orientées data mesh. Puis on a des entre-deux. Toi, de ton expérience, tu vois des organisations qui fonctionnent mieux que d'autres ou pas? Ça dépend beaucoup de la maturité des équipes en face, des équipes métiers. Si les métiers sont matures en termes de data et du coup sont à l'aise avec un petit peu de requêtage SQL, et d'autant plus avec ChatGPT et toutes les IA possibles, maintenant c'est encore beaucoup plus facile. Si les métiers sont à l'aise avec ça, une organisation décentralisée peut être vraiment forte et apporter plus de puissance, je pense.
avec une équipe cœur qui est plutôt technique, donc des data architectes, des data eng, qui vont faire en sorte d'avoir une plateforme qui marche bien, etc. Et après, décentraliser les data analystes dans les différents métiers. Nous, en l'occurrence, chez Bien Ici, on avait une maturité un peu plus légère, et donc du coup, on avait plutôt une organisation centralisée. Donc ça fonctionne, mais tu as un goulot d'étranglement après, parce que tu vas devoir choisir entre est-ce qu'on traite une demande du côté commerce, ou est-ce qu'on traite une demande du côté produit, et comment est-ce qu'on priorise les deux. Ok. Donc, il y a un peu les deux, ça dépend des équipes, mais sur les grosses teams, donc plutôt CAC 40, décentralisé, c'est très bien. Ouais. J'ai l'impression que de ce qu'on voit sur des très grosses boîtes, c'est quand même plutôt une approche décentralisée avec une pseudo-implémentation du data mesh, parfois réussie, parfois un peu moins bien. De toute façon, vu l'importance de la donnée dans ces boîtes-là, c'est difficile, je trouve, de ne pas avoir des équipes qui sont auprès du métier. Donc, je ne vois pas comment ils peuvent faire autrement. Avoir une équipe centrale qui n'est pas proche du métier, qui traite toutes les demandes d'un groupe, ça me semble méga complexe. Sur de la startup, je vois un peu moins quand même des équipes décentralisées, parce que pour des raisons de coût, c'est différent. J'avais été... Ou alors, en fait, c'est une équipe très tech et avec des champions. Ouais, exactement. Qui sont pas vraiment data analyst, mais qui maîtrisent un petit peu. Ouais, qui te font un peu de SQL et des super profils un peu hybrides, qui maîtrisent super bien leur métier, mais qui sont capables d'aller construire leur dashboard, faire de l'analyse de données, etc. Et ça, j'avais vu justement chez Mano Mano, j'avais été méga impressionné. Les commerciaux étaient tous à fond sur, donc en l'occurrence c'était Snowflake, construisaient tous leurs analyses, leurs propres rapports, et j'ai trouvé ça hyper impressionnant. Ça, c'est génial. Enfin, c'est la vision que tout le monde aimerait avoir, mais c'est assez rare d'avoir. Ouais, c'est clair. J'ai préparé une petite slide pour présenter un peu les rôles. Comment ? Revoir les différents rôles, ouais. Ouais, c'est ça, l'équipe type technique, donc en gros qui est encadrée par le Head of Data. On a souvent un PM aussi qui est dans l'histoire. Là, c'est très orienté technique. La question à se poser, c'est donc, combien de rôles on va avoir. Donc, théoriquement, ce qu'on voit habituellement, c'est un data ops pour 2 ou 3 data engineers qui vont travailler pour des équipes de un peu plus 3-4 data scientists ou 3-4 data analysts. Ça fait une sorte de goulot d'étranglement comme ça. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme. Et donc, plus on descend, plus on va se rapprocher du métier. Donc, le data ops va être focalisé sur des questions qui sont plus plateformes, très techniques. Donc, comment est-ce que je garantis que ma donnée est bien récupérée, que mes devs peuvent travailler de la meilleure des manières possibles. Donc, ils vont travailler pour les data engineers, les data scientists et les data analysts. Ensuite, on a les data engineers qui, eux, vont être garants de la bonne récupération des données, de faire en sorte que les pipelines fonctionnent bien, que la donnée soit de bonne qualité ou autre. Et puis en dessous, on a le data scientist qui va construire des modèles statistiques, le data analyst qui va faire le pont entre le métier et la data et qui va construire, dans les cas d'usage métier, en apportant une vision un peu plus business, avec beaucoup de SQL. Nous, on avait un autre rôle supplémentaire que je vois pas mal aussi en ce moment, c'est l'analytics engineer. Ouais. On avait un rôle qui n'était pas vraiment staffé, qui était pris un peu à cheval entre un data eng et un data analyst. Mais qui peut être un peu hybride dans cette partie-là, mais qui est important. Ouais, carrément, entre le data eng et le data analyst. En fait, notre vision par rapport à ça, côté Modéo, c'est qu'une bonne stack, ça permet au data analyst d'avoir le plus d'autonomie, enfin encore plus d'autonomie. Et donc, le fait d'avoir un data analyst qui est capable d'aller ingérer de la donnée via une approche self-service, Ismaël avait fait un webinaire avec Paul Marcombe à ce sujet-là, ça donne au data analyst beaucoup plus de pouvoir. Et donc, on se retrouve avec ce rôle-là qui est un peu plus hybride et qui est hyper pratique parce que ça casse pas mal de silos. Et avoir un bon analytics engineer, ça permet d'avancer super vite sur ces projets. Ouais. C'est important. Alors, dernier lot de questions, avant-dernier. Quand tu as tes projets en place, comment est-ce que tu vas prouver la valeur de tes projets à ton COMEX ? C'est assez difficile et on revient sur la question du ROI de tout à l'heure.
enfin, quand tu es passé en échelle industrielle, normalement, tu vas pouvoir montrer des économies de coûts ou des économies de temps. Et donc, ta valeur, pour moi, je la démontre comme ça. Nous, chez Linesy, on avait un projet qui nous rapportait du coup du revenu, euh, qui nous rapportait beaucoup de revenus. Et donc, du coup, ça prouvait assez bien la valeur. Et après, sur d'autres projets qui étaient plus de la construction de la stack, de la mise en place de la CDP, des projets de dashboard, etc. Du coup, on était en gros en terrain conquis en disant bah, on vous a apporté de la valeur ici et donc là-dessus, faites-nous confiance. Ok, ok. Donc tu commences par créer de la valeur en ayant des cas d'usage qui sont très proches du revenu et tu capitalises là-dessus Ouais. pour aller construire des autres cas d'usage. Et là, typiquement, chez mon client aujourd'hui, on parle beaucoup en ROI et en revenu incrémental, du coup, qui n'aurait pas eu lieu sans des optimisations data ou des économies de coûts là-dessus. Ok. Et donc, c'est quoi pour toi ce qui fait qu'un projet data va réussir ou échouer? Tu vois des patterns, des choses à éviter? Le premier, c'est l'effet tunnel. Quand c'est trop long à délivrer, et donc du coup, tout le monde perd confiance. On en a, enfin, des migrations qui n'arrivent pas à aboutir, etc. J'en ai connu aussi quelques-unes. Donc, tout n'est pas toujours facile et rose. Et pour moi, ce qui est important là-dessus, c'est on en revient sur la communication. Être sûr que les bons jalons projets soient impliqués, les bons risques, qui soient juridiques, techniques, organisationnels, soient évités. Et donc, du coup, un projet qui réussit, c'est un projet qui a réussi à dérisquer tout ça et pour apporter de la valeur à la fin. Et puis après, il y a une question aussi les équipes data sont des équipes très ingé en général. Ça se voit sur les personnes qui sont à côté de nous dans la salle et à côté dans les open space. Et donc, du coup, on a aussi un biais, moi, je dis on, mais chez École de commerce, mais on a aussi un biais d'arriver à faire des choses techniques qui sont cool, Ouais. mais qui parfois sont pas utiles, juste parce que c'est plus cool d'aller se casser la tête et de recommencer à zéro, etc. Ouais. Et donc, un projet data qui réussit, c'est un projet qui est utilisé aussi, à la fin. C'est pas juste quelque chose de cool qu'on a réussi à faire et qui, en fait, n'est pas utile et qu'on laisse dans un coin parce que, bah, voilà, on a résolu la problématique, mais ça servait pas à grand-chose. Ok. Donc, il y a un KPI d'utilisation à la fin. D'accord. Ok. Donc tu es capable de mesurer via ce KPI Oui. le succès du projet. Typiquement sur des dashboards, et je reviens dessus, mais les Ouais. dashboards, c'est hyper simple de mesurer combien de personnes l'ont vu la semaine dernière. Ouais. Ouais. Et C'est en ouais. général, dans toutes les entreprises que j'ai fait, il y a au moins 2 à 3 fois trop de dashboards. Ok. À un moment donné, nous, on a fait la migration tableau serveur vers tableau online. On avait supprimé un dashboard sur 2 parce que c'était des trucs d'avant, c'était des archives ou c'était des choses que personne n'utilisait. Et Ouais. donc, la méthode un peu bulldozer bah, si je le supprime, est-ce que quelqu'un va crier ou pas? Ok. Et tu te les fais tous comme ça et en fonction. Trop bien. Bon, j'ai préparé une petite slide, mais je vais passer très rapidement dessus. Tu parlais de Stack Data, donc, qui est globalement on va dire, la plateforme sur laquelle se repose une équipe data pour construire ses projets. Ouais, quel est le Euh, cœur. ouais, et bon, accessoirement, c'est ce qu'on construit chez Modeo. C'est 6 briques qui fonctionnent ensemble, qui permettent d'aller collecter, stocker, transformer et utiliser de la donnée. Le tout avec des briques de test, de gouvernance qui vont permettre de valider que la donnée est de bonne qualité et donc qui est exploitable, qui permet de créer de la confiance et donc qui vont motiver un COMEX à investir dans d'autres projets data. Donc globalement, la data platform, elle est essentielle. Et puis sur ces dernières années, on a quand même eu la chance de vivre beaucoup d'innovations qui font que c'est plus simple de construire des stacks data, ce qui fait qu'on utilise plus de données, on se lance sur plus de projets, ça coûte moins cher, et puis on peut itérer plus facilement en fonction des retours des équipes métiers, ce qui fait vraiment de ces plateformes-là un asset qui est hyper valorisable au sein d'une boîte. Voilà, Ouais. c'était la parenthèse data platform. Et puis, 3 dernières questions. C'est difficile de ne pas en parler. Donc, sur l'acculturation de l'autonomie des équipes métiers, il y a un sujet qui me parle beaucoup, qui est la self-BI. Nous, globalement, on va dire 80% des missions sur lesquelles on intervient pour construire une plateforme, c'est j'ai envie que mes équipes métiers consomment de la donnée. Je veux pousser une initiative self-BI, donc il me faut les bons outils pour le faire. Aidez-moi.
C'est quoi pour toi la self-BI et comment est-ce qu'on met en place ce type d'initiative? Moi, j'ai essayé de le faire, j'ai pas réussi. Donc, ça existe aussi. En toute honnêteté. Pour moi, ça commence déjà par un catalogue. Un alignement des définitions et c'est toujours une grande question dans les entreprises de c'est quoi le revenu, c'est quoi un client, c'est quoi une visite sur mon site. Et donc, on va toujours chez Daisy, on avait c'est quoi une annonce publiée sur notre site. Et donc, c'est des questions qui paraissent bêtes comme ça, mais qui, dans les faits, ont toujours des définitions qui dépendent des data analysts ou qui dépendent des métiers. Là où la finance ne va pas avoir la même définition que le commerce, etc. Et donc, première chose, c'est le catalogue, parce que self-BI, du coup, ça veut dire que tu décentralises ta donnée. Et donc, ça veut dire qu'en COMEX, ou en tout cas dans les réunions de direction, tu vas dire, en fait, ouais, c'est super, on a fait plus 10. Et le mec d'à côté, il va faire, bah non, on a fait plus 2 et c'était nul. Tu vois. Donc, premier truc, c'est le catalogue et faire en sorte que tout le monde parle la même chose. Et du coup, là, aujourd'hui, il y a plein d'outils qui existent. Il y a CastorDoc, Data Galaxy. Nous, on avait utilisé un simple Notion, mais c'était déjà bien. Et donc, catalogue, hyper important, avec des définitions, des formules, etc. Ouais. Et ensuite, après, ça peut être soit de l'accompagnement des métiers sur un tableau ou un Looker ou un Data Studio, soit des outils de type Metabase qui sont plus accessibles, mais ça demande aussi un minimum de connaissances tech pour aller construire ta requête. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses là-dessus sur des nouveaux outils qui vont arriver avec l'intelligence artificielle. Je ne sais pas ce que toi tu vois comme outil là-dessus, mais si tu dis Non, que mais je vois déjà que des boîtes comme Sifflet ou Castor intègrent de l'IA. Ça, c'est assez récent. Clairement, c'est là où ça va jouer. Il y a tout ce qui est documentation intelligente aussi, où directement, tu enrichis ton code avec de la doc. Ça, on a des petites initiatives qu'on est en train de lancer chez Modeo, où tes transfos SQL, forcément, ça te prend du temps de les documenter, donc un peu frustrant, c'est pas toujours hyper bien fait. Comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur de l'IA pour, au moment où du code est déployé, on va l'enrichir avec de la documentation. Ouais. Clairement, ça va changer les choses. Et je vois dans les commentaires la semantic layer, oui, c'est une bonne, c'est une fondation pour moi pour le faire. Le fait d'avoir du coup la même définition d'une formule qui est réutilisée après partout et qui est factorisée, c'est toujours difficile. Ouais, c'est quoi les freins que tu vois sur la construction de la semantic layer? Moi, je le vois après en termes de maturité de l'équipe, mais c'est arrivé beaucoup de fois dans beaucoup des expériences que j'ai eues, que en fait, les transformations de la donnée soient faites dans les outils de data viz. Donc, plutôt à la fin, sur la chaîne de valeur de la donnée, au lieu d'être plus remonté en amont sur des tables gold ou bronze, etc. Et donc, du coup, c'est là aussi où même l'équipe data va pas parler la même chose. Ouais. Donc, même sur une équipe centralisée, tu vas avoir des résultats différents entre des dashboards. Et donc, déjà travailler là-dessus, et ensuite après travailler sur la définition des données pour tout le monde. Mais, ok. C'est très clair ce que je dis, mais en gros, on parle d'un iceberg, et la partie BI dashboard, c'est juste la phase émergée, mais tout ce qui est en dessous, c'est le plus important. Ouais. Et justement, comment est-ce que tu vas accompagner ce change donc, typiquement, si tu ajoutes des nouveaux outils, que tu veux pousser tes utilisateurs à être autonomes sur du Power BI, du tableau, ça s'accompagne, je sais pas, d'un catalogue de formation, d'outils. Comment est-ce que tu t'y prends? D'une porte ouverte, en tout cas, de pouvoir parler en fait au fur et à mesure à la machine à café ou à son bureau, et de ne pas être toujours fermé et toujours dans le rush sur des choses, même si en fait on est toujours fermé, on est toujours dans le rush, mais d'avoir quand même un minimum d'oreille attentive. Et après, nous, on a lancé pas mal de choses au fur et à mesure des missions sur des réunions en fait régulières avec des métiers, que ce soit de l'update sur des projets en cours, de l'update sur des besoins qui sont à qualifier, qui sont à préciser, ou pas forcément des updates après sur qu'est-ce qu'on fait côté data, parce que ça peut faire peur et c'est pas forcément intéressant. Mais la question en anglais, c'est what's in it for you? Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça et qu'est-ce que vous allez en tirer? Et c'est en parlant de leurs problèmes à eux, donc aux différents métiers, donc ça, il faut le faire beaucoup de fois, et c'est en parlant de leurs problèmes à eux que tu vas réussir à faire en sorte que tu aies plus d'adoption sur tes dashboards,
sur des projets que tu fais et que tu aies des demandes plus intéressantes après sur d'autres choses. Moi, je le voyais pas trop en termes de formation, etc., mais je le voyais plus en termes de, tu vois, de communication informelle et formelle. Ok. Et dernière question, donc dans cette logique d'autonomie, tu as forcément des dérives. Tu peux avoir côté métier, des gens qui font n'importe quoi, qui utilisent mal la donnée. Comment est-ce que tu les accompagnes et comment est-ce que tu évites tout ça? Là-dessus, il faut des process. Ok. Faut des process et tu vas toujours l'avoir de la question de tableau ça marche pas, tableau c'est nul, etc. Parce qu'encore une fois, c'est la face émergée de l'iceberg et que une fois, il y a longtemps, il y avait un data analyst qui avait construit un truc que l'équipe data avait oublié, mais que les gens continuent d'utiliser. Sauf que ça, c'est plus maintenu, etc. Mais c'est quand même leur source de vérité chez eux. Et donc, quand je dis avoir des process qui soient clairs, c'est se rappeler que les dashboards évoluent et donc mettre à jour ces liens. Avoir une sorte de base de connaissances, une sorte de wiki, tu vois, qui est bien mis à jour en disant l'équipe data travaille sur ça et c'est ça qui est utilisé. Tel dashboard, il est plus mis à jour, il faut le supprimer. Tel process, ça marche pas comme ça. Une demande data, ça doit passer par tel canal. Et donc mettre en place toute une partie structuration et process entre la data et les métiers. C'est un mix en fait de conversations informelles pour updater au fur et à mesure sur toutes nos avancées et de process plus stricts et plus formels sur voilà comment il faut travailler. Ok. C'est un équilibre compliqué parce que d'un côté, tu essaies d'être gentil et de l'autre, tu essaies d'être un peu plus policier. Mais Toute la beauté de ce c'est métier. le rôle du manager après, quoi. Ouais, c'est bon. Cool, je pense que j'ai fait la tournée des questions. Cette slide, bon, je l'ai mettais rapidement, mais je pense qu'on peut aller aux questions. L'idée, c'était de présenter comment est-ce qu'on construit une stack, donc pareil, avec une vision assez technique, mais par rapport aux contraintes d'une boîte, quelles sont les étapes en amont à identifier pour avoir la stack parfaite qui respecte les contraintes d'RGPD, d'autonomie, de self-BI, etc. Voilà, donc on a 6 étapes et pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me contacter, j'irai plus dans les détails, mais là, on manque un peu de temps. Je vous propose de passer à la phase de questions. Je vois Mathis qui a pas mal de questions et de remarques sur la self-BI, qui parle d'un fonctionnement hybride self-BI plus data delivery. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça, Quentin? Non, mais c'est vrai. Moi, si je le traduis en répondre aux demandes des métiers, mais aussi leur donner les outils pour qu'ils puissent faire eux-mêmes des premières analyses, des premiers extracts, etc. Avoir les fondations techniques pour que tu vois, ils puissent faire des premiers extracts. Donc un peu self-BI, mais c'est là où en fait la maturité augmente et c'est intéressant. Ouais. Ok. Quand tes métiers commencent eux-mêmes à gérer tu vois, des petites demandes chronophages pour les data analysts, j'ai besoin que tu me réexpliques tel dashboard, j'ai besoin que tu me sortes telle donnée, j'ai besoin que tu me refasses tel segment pour des équipes market, etc. Et tu penses C'est là qu'aujourd'hui... où ça commence à devenir intéressant, quoi. Ok. Et tu penses que ce qui freine aujourd'hui cette autonomie, c'est plutôt pour des raisons techniques ou juste un désintérêt de la part des équipes métiers, tu vois, un manque de culture data? Moi, je le vois plus en problème technique. Parce qu'au fur et à mesure, j'ai l'impression que, alors, depuis ma très longue expérience, depuis mes 10 ans d'années d'expérience, j'ai l'impression que les équipes sont de plus en plus autonomes et de plus en plus tech. Au tout début, on faisait que de l'Excel et Excel, déjà, celui qui faisait des TCD, c'était un peu le king. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, les gens vont plus, tu vois, construire des petits trucs, parler tout seul à ChatGPT, construire un peu des dashboards dans leur coin. On commence à avoir de plus en plus de personnes qui sont tech savvy. Et donc, je pense que ça va dans le bon sens vers un self-BI, là où du coup, on est plus freiné par des problématiques techniques d'accessibilité de la donnée, de qualité, que des problématiques tu vois, organisationnelles. Mais Ouais. Ouais, puis ce qui est difficile, ça c'est devient de plus en plus facile, quoi. Ouais, mais pourtant, parfois la facilité, ça aide pas. Je vois
le message de Mathis sur Metabase. Nous, l'effet Metabase, on le voit pas mal. Le fait de pousser un outil qui donne beaucoup plus d'autonomie, mais si tu mets pas de process qui vont avec, surtout sur une solution où tu vas pousser de la transfo directement de manière silotée dans un outil en bout de chaîne, c'est vite n'importe quoi. Non, mais il faut que ça soit. C'est pour ça que nous, on avait l'idée de faire la self-BI, tu vois, chez BNC, et puis après, on s'était ravisé parce que c'était pas intéressant d'un point de vue économique de lancer un nouvel outil et avoir aussi beaucoup de problèmes après de disparité entre les données, entre des personnes qui vont utiliser l'outil différemment. Enfin, on n'avait pas les fondations assez solides pour le faire. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant, mais quand il y a un niveau de maturité nécessaire. Ok. On a une question de Guilhem sur count.co. Je ne sais pas si tu as déjà utilisé l'outil qui demande quel est l'intérêt d'avoir un outil payant. Est-ce qu'on peut reconstruire l'approche soi-même? Non, on peut carrément faire l'approche soi-même. En fait, Count, ils vont pas aimer ce que je dis, mais de toute façon, ils n'écoutent pas, c'est des Anglais. C'est un peu l'outil que toutes les équipes data aimeraient avoir, mais on ne le sait pas encore. Parce que c'est trop compliqué à utiliser, c'est un peu un bordel. C'est une sorte de Figma / Tableau / Notebook, etc. Donc, l'outil est un peu complexe. En revanche, leur blog est hyper intéressant. Ok, c'est bon à savoir. Et du coup, sur la partie metric tree, ça se fait tout seul. Tu peux le faire avec n'importe quel outil de whiteboard. Enfin, nous, on l'avait fait sur Whimsical, ou PowerPoint, ce que tu veux. Mais c'est plus la méthode qui est intéressante, Guilhem. Ok. Et on a plein de questions qui arrivent. Tu vas passer la soirée au bureau. Je te laisse les dire et tout. Comment est-ce que tu fais l'arbitrage entre des projets data à ROI rapide versus des projets plus stratégiques mais plus long terme? Faut équilibrer les deux. En général, les projets long terme, ça va être construction de la stack, et donc du coup, qui vont être des fondations pour ensuite faire des projets plus rapides aussi. Donc, tu es obligé de les lancer. Tu peux pas les laisser toujours sur la roadmap et les décaler par rapport à des urgences. En revanche, tu es obligé de gérer les urgences aussi. Donc, nous, on avait plutôt un framework qui était, on va dire, une bonne moitié du temps sur la partie run et fixe de nos problèmes. Et après, une sorte d'équilibre moite-moite entre du build et du explore. Donc, le build, ça va être tes projets long terme de type construction de la stack. Donc, après, au fur et à mesure, nous, on avait recruté un puis deux data engineers qui, du coup, après, étaient 100% dessus. Donc, on avait plus de temps pour le faire. Mais tout en donc, run fixe, parce que tu es obligé de faire tes urgences au quotidien. Et après, build et explore pour aller explorer des nouveaux sujets qui pourraient aider pour le futur et construire des choses à côté. Ok, top. Et je vais faire une question mixée parce qu'il y en a deux qui se ressemblent un peu. Comment est-ce que tu vas convaincre ton COMEX de moderniser ta plateforme, donc d'investir en gros plus pour avoir une plateforme plus puissante? Et dans cette réflexion-là, comment est-ce que tu fais le choix sur tes outils entre du build et du buy des solutions, quoi? En gros, est-ce que tu construis toi-même ou est-ce que tu pars sur des solutions existantes? Comment tu fais cet arbitrage? Deux questions pour le prélude. Ouais, c'est cadeau. 18h21, c'est cadeau. La réponse va pas plaire, mais ça dépend. Ça dépend du COMEX, ça dépend de l'urgence. J'ai vu beaucoup de COMEX différents et il y en a qui sont très pushy et qui ont envie de donner des deadlines très rapides. Et puis il y en a qui vont plus faire confiance parce que c'est très difficile de donner des deadlines sur un projet de construction de stack. Enfin, je pense que vous êtes les premiers à le savoir. Ouais, absolument. Mais là où tu te dis, oui, bah, en 3 mois, on aura quelque chose. Et en fait, tu n'avais pas pris en compte la qualité de données, tu n'avais pas pris en compte l'accessibilité de telle source, etc. Entre make or buy, je sais pas, je pense que c'est toi qui as une meilleure réponse que la mienne, mais je peux vous donner l'expérience que nous, on a fait quand on a construit ça. Nous, on a posé dès le début l'idée que notre plateforme supporterait pas tous les nouveaux cas d'usage qu'on avait envie de faire, qu'on avait envie de faire. Et donc, du coup, on était obligé d'avoir une nouvelle plateforme pour répondre à des cas d'usage juridiques, commerciaux, marketing, etc.
Ok. Donc ça, ils ont signé tout de suite parce qu'en fait, on leur a montré qu'on était obligé de le faire, ce projet. Ok. Et donc, comment on l'a fait après? On a fait, nous, un appel d'offres conseil pour se faire accompagner. Et après, on a choisi du coup de partir avec GCP. Donc, on a construit au fur et à mesure avec de la communication côté Comex sur Ok. le choix de la solution, et on les a impliqués dans le choix de la solution, surtout les équipes techniques, technique IT, le cadrage projet avec tous les risques qu'on avait identifiés, et puis après, au fur et à mesure des grands jalons, on les updatait. Mais Ok. même si on a eu du retard, ils étaient au courant des risques, ils étaient au courant des projets, et ils comprenaient les retards, et ils savaient pourquoi on le faisait. Et en fait, je pense que c'est la fin de la phrase là qui est importante, c'est le pourquoi est-ce qu'on modernise la stack. Est-ce que Ok. c'est juste parce qu'on est des ingés et on aime bien moderniser la stack, et je suis nouveau, la stack d'avant elle me plaît pas donc j'ai envie de la refaire? Ou est-ce que c'est parce qu'on est obligé pour répondre à tel quel usage juridique, métier, etc. Ok. Bah, hyper clair. Je pense qu'on a fait le tour des questions, et puis il commence à être un peu tard, donc si tu peux passer la nuit au bureau, je vais pas t'en poser 15 000 de plus. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Bah, merci à toi, c'était un bon échange, Ouais, Mathieu. merci. Je vais pouvoir J'espère que ça entraîner mon vous a agent Head of Data avec toutes ces réponses. Et puis... on a fait des vocations, j'espère. Non, bah, trop bien. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci pour vos questions. Et puis, le replay sera disponible sur YouTube, sûrement sur LinkedIn. Et puis c'est déjà pas Super. mal. Ravi de continuer les échanges en virtual coffee ou DM pour la Trop bien. suite. Ouais, merci à tous. Bonne soirée. Bye bye. Merci beaucoup, Mathieu. Salut. Ciao.